Le pays d'Ogon est célèbre pour sa falaise qui abrite des villages incrustés dans la roche. Les plus anciens datent du XVe siècle. Il y a 10 ans encore, c'était la première destination touristique du Mali. Mais depuis 2016, la région est infestée de djihadistes. Cette zone est la plus dangereuse du pays. Ici, ni les militaires maliens, ni les militaires français ne sont présents. Rare signe de sécurisation, ces barrages tenus par des hommes armés. Ça là, c'est fait pour la sécurité. Ouais. Parce que l'autorité n'est pas là. Modibo, notre chauffeur, connaît bien la région. Auparavant, il y conduisait régulièrement les touristes. Ça va la famille? Ouais, tout va bien, merci. Grâce à Dieu. Ces civils contrôlent l'entrée du pays d'Ogon. Sur cette route, nous croisons plusieurs checkpoints. Ça va? Bonjour. Ça va? Régulièrement, des djihadistes mènent ici des embuscades. Alors chaque véhicule est fouillé pour éviter qu'il pénètre dans la zone. Seule la population locale a le droit de circuler librement. Ici c'est Songo, il y a un camp d'entraînement des chasseurs. Et ils sont là-bas, ils sont fait l'entraînement, ici là. Ces hommes portent tous la tenue des chasseurs d'Ozo. Une confrérie secrète dépositaire d'un savoir ésotérique et respectée par la population. Leurs amulettes et gris-gris sont dotés de pouvoirs magiques, censés les rendre invisibles et même les protéger des balles. Ils sont armés de couteaux et de vieux fusils de chasse. Ces dozos se sont constitués en milice. De nombreux villageois sont venus grossir leur rang pour lutter contre les djihadistes. Tous ces dozos font partie de la plus puissante milice de la région, Danna Ambasagou. On estime ses membres à 1 millier. À sa tête, Youssouf Toloba, un homme difficile d'accès. Il vit au cœur de la falaise pour éviter des tentatives d'assassinat. C'est le commandant Marteau qui va nous conduire à lui. Bon, on va aller à Kacha. On va aller voir là où ils ont fait l'attaquement. Il y a beaucoup de djihadistes là-bas. Ok. Voilà. On vous souhaite bonne retour. Merci. Avec ces hommes, ils patrouillent en permanence dans la falaise. Un endroit qu'ils doivent absolument contrôler, car c'est l'ultime rempart contre les djihadistes. Les djihadistes ont brûlé le village. Plus de 12 villages comme ça sont brûlés. Ils ont pris ils ont tué beaucoup de personnes et puis ils ont brûlé toute la maison, les greniers, tous les animaux. Ils ont parti avec tous les animaux. Marteau et ses hommes ne voient leur famille que 3 fois par an. Leur village ne se trouve pourtant qu'à une vingtaine de kilomètres. Nous, on ne reste pas dans la ville. On peut rester toujours en forêt. 3 mois, 4 mois, même un jour, on n'en a pas dans le village. Marteau a 25 ans. Il a quitté le lycée il y a 10 ans pour devenir dozo et prendre le maquis. Oui, 3 minutes de repos. Ces miliciens ont entre 25 et 60 ans. Cultivateurs ou bergers, tous vivaient une vie paisible, jusqu'à l'arrivée des djihadistes. On fait ça car on n'a pas le choix. Ils ont détruit le pays. Moi, je suis berger. Les djihadistes ont pris tous nos animaux. On n'a plus rien. J'étais élève à l'école coranique. Ils nous ont chassés et ont brûlé tous les Corans. Il n'y a plus de mosquée. Ils ont pris tous les tapis de prière. Ils ont même pris les brancards qui servent à porter les morts. Ils n'ont pas réussi à tout détruire car nous sommes là. Mais l'État n'est même pas foutu de nous demander ce qui se passe. C'est normal, ça? Est-ce que nous ne faisons pas partie de l'État, nous, le pays d'Ogon? Bien sûr que si. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, nous sommes engagés dans la guerre jusqu'à la mort. Et nous irons jusqu'au bout. Exceptionnellement, nous avons pu passer plusieurs jours avec ces hommes qui défendent, quoi qu'il en coûte, le pays d'Ogon, ce petit territoire du Sahel. Le Sahel,
Une bande de savane et de désert grande comme l'Europe, peuplée de 100 millions d'habitants, où des agriculteurs sédentaires cohabitent avec des éleveurs nomades. Une zone à cheval sur 8 pays, frappée par le terrorisme. Parmi les plus durement touchés, le Mali. Une coalition de groupes djihadistes créée en 2017 et placée sous l'étendard d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, étend son emprise sur le centre du pays. Les djihadistes tentent d'imposer la charia à ses habitants. Face à eux, une armée malienne corrompue, peu disciplinée et sous-équipée, qui n'arrive toujours pas à endiguer la progression des djihadistes. Malgré le déploiement dans le Sahel de 5000 soldats français, venus les épauler et les former. Face aux défaillances d'un État malien miné par des putschs à répétition, des territoires entiers sont laissés à l'abandon. Pour se protéger, des civils dogons se sont constitués en groupe d'autodéfense. Le gouvernement ne nous arme pas. Nous sommes dans nos grottes. Et quand les djihadistes passent, nous les éliminons et prenons leurs armes. L'absence d'État réveille des conflits anciens entre des agriculteurs et des bergers. Quand les animaux vont descendre, c'est en ce moment qu'il y a aussi les litiges autour des champs. Donc tout le temps, c'est des conflits. Les djihadistes tirent parti de ces tensions pour attirer de nouvelles recrues dans leur rang. Nous avons rencontré 4 repentis. Tout ce que tu fais doit être validé par eux. Même si ça ne te convient pas, tu dois le faire. Que cela te plaise ou non, ils t'endoctrinent. Seul pays à avoir stoppé l'avancée des djihadistes dans le Sahel, la Mauritanie. Elle les traque sur terre, comme dans les airs, grâce à des avions de lutte anti-guérilla. Le 4e, le laisse pas filer. T'inquiète pas, je vais pas le lâcher. Mais aussi grâce à des méthodes traditionnelles. Des gendarmes à dos de dromadaire qui collectent des renseignements jusqu'aux confins du désert. Bonjour, on ne va pas te demander un mouton, il nous faut juste quelques informations. Immersion dans un Sahel devenu le théâtre d'un djihad sans frontières. Au Mali, 60% des attaques djihadistes sont concentrées dans le centre du pays. Le pays dogon est aujourd'hui cerné de toutes parts. La falaise est une barrière naturelle. Elle empêche les djihadistes installés dans la plaine d'accéder aux plateaux et ses grandes villes, comme Bandiagara, Sévaré ou Mopti. Dans la paroi rocheuse, la milice d'Anna Ambassagou est la seule à résister. Le commandant Marteau et ses hommes opèrent en milieu hostile. La température avoisine les 45 degrés à l'ombre. La végétation est rare, tout comme la nourriture. Donc ça, c'est pas encore cuit d'abord. Tu vois? Vous voyez? Donc comme ça, c'est amer. Quand on doit manger, c'est amer. Ah d'accord. Ouais, si c'est cuit, c'est très doux. D'accord. Mais c'est pas encore cuit d'abord. Maintenant, si c'est devenu cuit, c'est très jaune. D'accord. Oui, pendant l'hivernage, on mange ça seulement. Pour se ravitailler, les dozos peuvent compter sur le soutien de villageois qui vont à leur rencontre dans les hauteurs, comme Bachir. Honneur, considération, gloire à toi. La salutation en posant la main au sol est signe d'un profond respect. Bachir est venu apporter à manger aux chasseurs. Il y a 1 an, il a quitté Bamako et il est revenu dans sa région natale pour aider sa communauté. Nous voulons boire. Donne-leur de l'eau. Chef, voici de l'eau. Okay. Comme on a faim, depuis hier, on n'a pas mangé. Hier, après le dîner, on n'a rien trouvé. Donc, on a faim. On va faire quelque chose. Oui. Oui. Ok. Vous donner. Oui, ok. Je compte sur vous. Mais avant de prendre le repas... Donc, oui, une garde là-bas.
Marteau place des guetteurs autour du bivouac. Oui, là-bas, donc, il y a les blagues des djihadistes là-bas. Une trentaine d'unités djihadistes opèrent dans la plaine en contrebas. La plus proche se trouve à 1 km à vol d'oiseau. Donc, quand on est là, on va voir s'ils doivent venir là-bas. Quand ils doivent monter là-bas, même sans affaire, on va voir. Donc, pour cela qu'on est là ici. Voilà. Donc, on va nettoyer les fusils ici. C'est l'armée qui vous a donné ça? Oui, donc, non, on a trouvé avec les djihadistes. On a tiré les djihadistes, ils ont mouru, seulement on a pris les armes. D'accord. Oui. Ces dozos ne reçoivent aucune aide, ni du gouvernement malien, ni de l'armée française. Oui, chef opérationnel. Vous êtes en quelle position? À chaque fois qu'il atteint une crête, Marteau appelle Toloba, le grand chef de la milice, pour recevoir ses instructions. Oui, le premier camp, oui, oui. Ok, merci. Merci beaucoup. Oui, c'est ok. Donc on peut aller à la fofotte. Ici, le repas est sacré. Alors, on le prend en silence. Et pas question de lâcher son arme. Quand vous avez fini de manger, donc vous avez nettoyé avec votre chemise. Donc, ou bien les feuilles d'arbre, soit votre tenue. Après, on va voir l'eau. Sinon, l'eau, c'est insuffisant. Merci beaucoup. Allons-y. Une cinquantaine d'unités comme celle de Marteau patrouillent dans la falaise. Parmi elles, le QG mobile de Toloba. Ce chef de guerre se déplace en permanence, car il est la cible privilégiée des djihadistes. Cet homme, qui fuit les médias, a finalement accepté de nous parler, grâce à l'insistance d'un intermédiaire d'Ogon. Dis-lui bien que si je suis venu ici ce matin, c'est grâce à toi. Je n'avais pas l'intention de venir. Même les gens de mon village n'ont pas l'occasion de me rencontrer. Demandez-leur. Ils m'aperçoivent quand je passe, mais c'est tout. Toloba a quitté l'armée malienne il y a 25 ans pour lutter contre une rébellion touareg au nord Mali. En 2016, face à la progression des djihadistes, il revient dans le pays d'Ogon. C'est là qu'il fonde la milice d'Anna en Bassagou. Tous les chasseurs que tu vois ici, ce sont des Maliens. Il n'y a pas d'étrangers parmi eux. Le gouvernement ne nous arme pas. Nous sommes dans nos grottes. Et quand les djihadistes passent, nous les éliminons et nous prenons leurs armes. L'armée ne nous aide pas. La France ne nous aide pas. Personne ne nous aide. Par contre, les populations locales, elles sont avec nous. Jusqu'à aujourd'hui, Toloba et ses chasseurs parviennent à tenir la falaise. Mais les djihadistes réussissent malgré tout à lancer des razzias sur les villages. Depuis 2016, dans les environs, 12 hameaux de la commune de Kassa ont été pillés. Ils ont brûlé tout ça. De venir, ils ont rassemblé les matériels ici et brûlé ici, là, vous voyez. Qu'est-ce qu'ils ont brûlé? Les matériels de la cuisine, plus les motos sont là ici, plus les animaux, ils ont parti avec. Les villageois ont été victimes du chantage habituel des djihadistes. Se soumettre à leur diktat et verser l'impôt islamique, ou voir leur village pillé. Tout ça a été détruit et reconstruit. Là, il y avait du mil et tout a été détruit. Moussa Tolo est adjoint au maire de la commune de Kassa. Il vient soutenir les habitants dans leur reconstruction. Il y a des oignons ici. Tout est foutu. Ici, il y avait du mil. Ils ont volé tout ce qu'ils pouvaient. Et le reste, ils l'ont brûlé. Les djihadistes veulent aussi faire disparaître tout ce qui ne correspond pas à leur vision fondamentaliste de la religion. En 2012, à Tombouctou, ville classée au patrimoine de l'humanité, ils se sont attaqués au mausolée des saints musulmans,
et aux pierres tombales. Ils ont aussi brisé des statuettes d'art tribal. Ces trésors, le Mali en regorge. Beaucoup d'habitants pratiquent ici un islam métissé d'animisme. À Bamako, la capitale du Mali, un collectionneur français passionné par ses œuvres d'art premier essaie de les préserver. Richard Pierron a ouvert cette galerie il y a 6 mois. Ça, c'est pour le futur catalogue que j'espère pouvoir sortir vers la mi-juin, à peu près. C'est mon souhait, en tout cas. Ce catalogue sera envoyé à ses clients, notamment aux grandes maisons de vente aux enchères. Mais Richard possède aussi une collection privée. Des pièces exceptionnelles qui ont échappé à la destruction. Il les garde dans un lieu tenu secret. C'est une petite partie de ce que je peux avoir ici sur Bamako. Sa collection atteint 13 000 pièces. Il y a tellement de typologies. Ça, c'est des typologies Dogon. Ça, c'est un masque aussi Dogon. Ça, ce Nouveau, il est fabuleux. Regarde la platine. Voilà, c'est des superbes masques du Corée aussi. On devine tout de suite que c'est un mouton. Hein. Ces trésors, Richard les a récoltés aux 4 coins de l'Afrique de l'Ouest, lorsque l'on pouvait encore se déplacer sans danger. Et à cause de la guerre, il y a beaucoup d'objets de ce type qui ont été détruits. C'est permanent maintenant. Maintenant, c'est permanent dès que en fait, on considère que c'est des objets maléfiques, enfin, pour un certain nombre de personnes en tout cas. Et pour éviter d'avoir des soucis, il y a pas mal de villages qui se séparent de leurs objets. Donc c'est bien triste, quoi. C'est bien triste, donc ça disparaît, c'est brûlé souvent. Pour moi, c'est d'une grande tristesse. Vraiment, je suis assez peiné de tout cela. De nombreuses pièces proviennent du pays Dogon. Ouais, le Dogon, moi, j'apprécie beaucoup les Dogons. Aujourd'hui menacés par les islamistes. La falaise est le dernier rempart face aux djihadistes dans la plaine. Seuls quelques couloirs leur permettraient d'accéder au plateau. Alors, Marteau et ses hommes les protègent au péril de leur vie. Vous voyez, ça c'est le progo du pan. Ils ont mangé le biscuit ici. Il y a 5 mois, des djihadistes ont tenté une incursion par ce passage. Ils ont mangé tout ça ici. Et ils ont attaqué ici. Vous étiez au-dessus, vous? Oui, nous on a envoyé les gens en bas ici. Là. Et ils sont combien? Ils ont les centaines de personnes qui sont venues ici. À ce moment, nous on a 20 personnes ou 24 comme ça. D'accord. Nous sommes là ici. Avant la tombée de la nuit, les Dozo grimpent au sommet de ce promontoire afin de repérer les djihadistes qui tenteraient d'emprunter ce couloir d'accès. C'est dans ce camp que l'unité de Marteau se trouvait durant cette attaque, qui a duré 6 heures. On a les mêmes équipes, oui. Ils ont couru, ils ont fui. Oui. Et ils ont venu avec la roquette, plus les 30 comme ça, 5 coups, 10 coups, donc. Et ils ont des moyens plus que nous. Et il n'y a pas eu de blessés de votre côté? Il y a eu des blessés. Il y a eu des blessés? Il y a eu des blessés. Il y a eu des morts aussi. Ah bon? Oui. Lors de l'assaut, Marteau a perdu 7 de ses hommes. Mais nous, on ne recule jamais. Même nous sommes tous morts, on va mourir ensemble. Parce que ici, c'est notre zone. Ici, c'est notre zone, pays Dogon. Quand vous avez laissé votre zone, où que vous avez fatigué? On va fatiguer où? Donc, les militaires, ils ne viennent pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? On n'a pas l'histoire plus autrement que ça. Quand même, nous, on a fatigué. Beaucoup fatigué, mais on ne recule pas. Depuis à mon naissance, moi, je n'ai jamais reculé. Pour cela qu'on m'a nommé marteau. Petit marteau tapé grand caillou. Les Dozo se préparent à bivouaquer. La nuit, ils doivent redoubler de prudence pour ne pas se faire repérer. Bachir, le villageois qui les ravitaille,
est revenu pour préparer le repas du soir. Le fourneau, tu dois mettre ici. Donc, comme ça, en distance, quelques distances, on ne voit pas le feu. Ah, ouais. Oui. Pendant la nuit, la lumière est interdite. Oui. Donc, pour fumer aussi, on va faire casser et fumer. Oui. Voilà. Donc, quand même les cigarettes, c'est interdit. La nuit, pendant, oui, on va cacher. Ouais, il faut se faire vite. J'avais vu. Ils vont donner comme ça. À même la roche. Toujours comme ça. Le fusil, toujours à la main. Nous arrivons à Kassa. Le chef-lieu de la commune résiste encore et toujours face aux raids djihadistes. Comme le veut la coutume, avant d'y pénétrer, les dozos doivent enlever leur tenue de chasseurs et leurs amulettes magiques. Oui, donc on va nous déshabiller parce que quand, donc, pour nous, les habits sont interdits dans les places. Carrément, donc, les femmes, les enfants vont faire de notre tenue pour cela. Ils ont peur? Ils ont peur, oui. Depuis plus d'un an, les enfants de Kassa sont privés d'école. Les instituteurs ont fui après la dernière attaque. Les salles de classe servent désormais d'hébergement temporaire aux chasseurs. Oh, monsieur le maire. Marteau retrouve Moussa Tolo, l'adjoint au maire. Monsieur le maire. Oh, mon major. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Et les jeunes, ça va? Tout le monde va bien? Il n'y a pas de problème? Tout va bien, tout le monde va bien. Pas de problème. Que Dieu vous garde. Vous êtes nos seuls protecteurs. Vous êtes les sentinelles de la patrie. Les djihadistes ont tenté de s'introduire à 6 reprises dans Kassa. Mais grâce à Marteau et aux dozos, ils ont échoué. L'État ne vous écoute pas? Ou il ne sait pas ce qui se passe? Si, l'État est au courant. Il a juste peur de venir ici, car la zone est vraiment infestée de djihadistes. L'État a peur de venir ici. Même le maire de la commune n'est pas là. Il est parti à Koro. Moussa Tolo est le seul représentant de l'État malien à ne pas avoir déserté son poste ici. Abandonné par sa hiérarchie, il s'est tourné vers le Hogon. Bonjour. Bonjour. Le chef traditionnel, pour discuter des problèmes économiques et sécuritaires qui minent le hameau. Ils ont emporté tout le bétail qui pâturait. Quand ils volent vos animaux, qu'est-ce qu'ils font avec? Allez savoir ce qu'ils en font. Les manger sans doute. Après les avoir volés, certainement qu'ils les vendent aussi. Quand ils en trouvent, ils les revendent après. Nous les cultivateurs, notre banque, c'est les bœufs, les chèvres et les moutons. Nous n'avons pas d'autres richesses. Le prix d'un bœuf équivaut à 6 mois du salaire moyen des Maliens. Avec 68 millions de têtes de bétail, le cheptel malien fait 9 fois celui de la France. Le centre du pays fournit 90% de la viande bovine de la région. Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Mais la guerre a totalement déstabilisé ce pilier de l'économie. Ici, il est de plus en plus compliqué de se nourrir. À Bandiagara, la principale ville du pays d'Ogon, les 20 000 habitants sont frappés de plein fouet par la pénurie de viande. Au marché, l'activité des bouchers tourne au ralenti. Mon petit frère est venu à 6 heures pour me dire que le boucher n'avait plus de viande. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de viande. Il est parti en chercher ailleurs, alors je l'attends ici. Nous souffrons, vous savez. La raréfaction de la viande a fait grimper les prix. Plus 25% en 3 ans. Ça c'est 3 000 francs. Ouais.
Donc 1 kilo de viande rouge, c'est 3 000 francs. Soit 4,60 € le kilo. 2 jours du salaire moyen. Mais comme c'est un vieil, donc je lui donne 1250, demi kilo. Sinon c'est 1500. Comme c'est un vieil, donc je lui donne moins cher. Moins cher. Voilà. Face aux difficultés rencontrées par la population, les bouchers ne font quasiment plus de marge. Avant on gagne très bien, mais maintenant on ne gagne pas de gagne. On travaille quand même, mais on ne gagne rien. On ne veut pas laisser notre travail. Maintenant c'est ça. La moitié des boucheries du marché a fermé. Mais celle d'Amadou Traoré tient bon. Son père, Kamia, est le président de la corporation des bouchers. Dans la famille, on fait ce métier de père en fils depuis 1942. Et on n'a jamais vu une telle crise. Avant la guerre, Amadou se procurait une vingtaine de bœufs par semaine. Aujourd'hui, cela fait 5 jours qu'il en cherche. Mais en ville, un homme m'en propose à la vente. Ça là, tu dis combien, Adèle? 390 000. Il faut diminuer un peu. Il faut payer à 385 000. Baisse. Je prends à 310 000. 315 000. 325, c'est bon. 380 000. Le revendeur résiste. Il a pris tous les risques pour aller l'acheter en brousse et il ne veut pas le brader. Même là où on part, c'est très cher là-bas. Si tu as laissé aussi, une autre personne va payer. C'est difficile et puis c'est risquant aussi. C'est risqué? C'est risqué. D'accord. Parce qu'il y a trop d'insécurité. D'accord. Mais tout ça, nous, on sort souvent pour chercher. Il n'y a pas même des animaux là même, on ne trouve pas. On trouve un seulement. Ah bon? Ouais. D'autres jours, j'ai déplacé plus de 26 km. J'ai trouvé ça seulement. Le conflit n'a qu'à finir. C'est le seul moyen. Parce que c'est le moyen. Hein. Nous, on veut les paix seulement. Tout le monde n'a qu'à réunir, on n'a qu'à se trouver, parler, même là, le même esprit. On se reste comme avant. Avant, toi-même, tu viens Bandiagara, c'est très bon. Tu manges comme tu veux, tu dors comme tu veux, tu pars comme tu veux, tu viens comme tu veux. Maintenant, il faut le dire aussi, il n'a qu'à diminuer un peu. Bah vous allez revenir, j'imagine, un autre jour. C'est sûr. Très, très mafia. S'il ne parvient plus à acheter de bêtes, Amadou risque à son tour de fermer boutique. Samba, son fils cadet, aurait bien aimé rompre avec la tradition familiale et faire un autre métier que celui de ses aïeux. Mais la guerre a mis fin à son rêve. J'ai fait 2 boulots. Je suis bousseur, je suis un rappeur. C'est des rappeurs traditionnels. Samba, 34 ans, rappe depuis ses 16 ans. Avant 2016, il donnait des concerts devant des centaines de personnes. Aujourd'hui, son seul public, quelques jeunes du quartier. Depuis que la guerre est rentrée, je n'ai pas pu faire du concert. On a eu peur, parce qu'il y a des menaces. On peut organiser un concert, les méchants peuvent rentrer pour nous attaquer. That's why the Beatles pour l'amour. Chele e haboji, haboji moya, do sudu adunaru chele e haboji seko, moya hangrume chele. Dans ses paroles, Samba s'inquiète car la guerre contre les djihadistes est en train de se transformer en un conflit ethnique. Samba est Peul, une ethnie présente dans 15 pays d'Afrique de l'Ouest et traditionnellement très impliquée dans la boucherie et l'élevage. Aujourd'hui, les Peuls sont pris en étau entre les djihadistes, les militaires et les agriculteurs. La plupart des Peuls sont semi-nomades. Au début de la saison sèche, ils migrent avec leurs troupeaux vers les pâturages du sud. Mais depuis la guerre, l'État ne gère plus les couloirs de transhumance du bétail. Résultat, les bœufs saccagent une partie des récoltes, déclenchant des conflits
entre agriculteurs et bergers. Quand les animaux vont descendre, c'est en ce moment qu'il y a aussi les litiges autour des champs. Donc tout le temps, c'est des conflits. Depuis un certain temps, les Peuls ont beaucoup subi des pressions par rapport à l'administration. Et on te prend, on t'enferme. Et l'éleveur a horreur d'être enfermé. Donc, au lieu d'être enfermé, il préfère payer le million pour sortir. En effet, la justice malienne, souvent corrompue, leur fait payer des amendes astronomiques. Ce ressentiment, un Peul l'a exploité pour rallier ses congénères à la cause djihadiste. Cet homme, c'est Amadou Koufa. Pour les séduire, il a baptisé son groupe Katiba du Massina, une référence à cet âge d'or où le califat Peul du Massina dominait le centre du Mali au XIXe siècle. Je profite de cette occasion pour remercier Dieu de m'avoir permis de voir le jour où des milliers de Peuls ont rejoint les djihadistes pour combattre dans le sentier de Dieu jusqu'au martyre. Amadou Koufa commence sa carrière de prêcheur dans les années 90. Les cassettes audio de ses sermons font alors un tabac chez les Peuls. C'est à Mopti, le chef-lieu de la région, qu'il enregistrait ses prêches, dans les studios de Radio Sagan, la plus écoutée des environs. Voilà, ça c'est une de ces cassettes. Ça aussi. Aujourd'hui animateur radio, Ousmane Koïta a été l'ingénieur du son du chef djihadiste. C'est une radio commerciale. Ne le faisons pas pour le plaisir de le faire pour lui, parce qu'en contrepartie, nous gagnons quelque chose. Donc, c'était arrêté, on a arrêté, c'est tout. Voilà. Ces cassettes dans le marché, on le trouve rarement actuellement parce que si pratiquement tous les vendeurs de ces cassettes ont été arrêtés une fois, deux fois. Avant qu'Amadou Koufa ne devienne hors-la-loi en 2012, Ousmane a enregistré ses prêches chaque semaine pendant 3 ans. Il se souvient de l'un d'entre eux, particulièrement explicite. Les Peuls, vous qui étiez marginalisés, vous qui étiez vraiment, chaque fois, volés pieds et emmerdés par le porteur des uniformes maliens, vous ne serez plus taxés ni d'impôts, ni d'autres taxes, rien, absolument rien. Venez avec moi. Des propos qui avaient fait mouche à l'époque. Il s'est avéré que l'injustice malveillante avait emmerdé la population. Beaucoup d'entre eux ont directement suivi, comme on appelle, son appel et ils sont partis. Avec l'afflux de nouvelles recrues, le groupe d'Amadou Koufa a accru son emprise sur le centre du Mali. Mopti est situé à la confluence entre le fleuve Niger et le Bani, un endroit stratégique du commerce fluvial entre le nord et le sud du Mali. Depuis 2019, seul le fleuve sépare Mopti des zones assujetties aux djihadistes. Si les échanges entre les deux rives n'ont pas stoppé, en face, c'est la charia qui s'applique. Lorsqu'elles traversent le fleuve, les femmes doivent maintenant porter le hijab noir, au risque d'être battues. Les voleurs, eux, s'exposent à avoir les mains et les pieds coupés. Quatre djihadistes repentis qui vivaient sur l'autre rive ont accepté de nous rencontrer. Tous sont Peuls et disent avoir rejoint les rangs des islamistes parce qu'ils ont été persécutés. Cet ancien berger a même vu son village attaqué par l'armée malienne et des chasseurs d'ozo. Ils disent que tous les Peuls sont des djihadistes, alors que ce n'est pas le cas. Donc ils attaquent nos villages, tuent les femmes, les petits-enfants de 2 ou 3 ans qui sont incapables de se défendre, et même des vieilles femmes qui ne savent pas manier le fusil. Et lors des attaques, vous avez des parents qui ont été tués? Oui. Une fois enrôlés, ceux qui veulent combattre doivent acheter eux-mêmes leurs armes et leurs motos. Certains ont dépensé jusqu'à 1 800 € pour s'équiper. Tous participent à la vie du camp nomade. Moi, pendant ces 3 années, je suis parti combattre presque tout le temps. Mais comme je suis berger, je m'occupais aussi des animaux. Alors quand j'allais me battre, quelqu'un me remplaçait pour surveiller les bêtes.
Il y avait beaucoup de vaches, souvent plus de 1500 têtes de bétail. Parfois plus, parfois moins. Parmi ces animaux, il y avait aussi ceux que l'on avait pris à nos ennemis. Ceux qui partent à la guerre ont droit à leur part du butin. Mais l'émir en ponctionne 60% pour financer les opérations de la Katiba. Pour cet ex-combattant, cette répartition est injuste. Et il le fait savoir à son chef. Avant de venir, je n'étais pas satisfait de la justice des Blancs. Et je ne le suis pas davantage chez vous. Donc maintenant, laissez-moi partir. Comme ça, vous pourrez faire comme bon vous semble. Mais la principale raison de leur départ, c'est le style de vie austère imposé. Les djihadistes appliquent une interprétation salafiste du Coran. Je ne pouvais pas faire ce que je voulais. J'avais peur de dire ce que je pensais. Parce que si je le faisais, on me traitait de musulman hypocrite. Tout ça faisait partie de leur application de la charia. Tout ce que tu fais doit être validé par eux. Même si ça ne te convient pas, tu dois le faire. Que cela te plaise ou non, ils t'endoctrinent. Surtout, on leur a dit de changer leur manière de prier. Ils t'obligent à mettre les mains comme ça pour prier. On vous a demandé de devenir salafiste? Oui. Moi, je suis malékite. Ils ont voulu changer ça, mais je n'étais pas d'accord, donc j'ai quitté le groupe. Pratiqué ici depuis des siècles, le malékisme prône une lecture tolérante du Coran, contrairement au salafisme, importé au Mali dans les années 80, par des prédicateurs originaires des pays du Golfe. Déçus de ne pas avoir trouvé la société juste qu'ils imaginaient, tous sont rentrés dans leur village, auprès de leurs anciens voisins, souvent d'ethnies différentes. Quand je suis retourné au pays, lorsque les Dogons me voyaient, au début, ils avaient peur de moi. Mais après quelque temps, ceux avec qui j'habite n'avaient plus peur. Ils me regardent maintenant comme si je n'avais rien fait et qu'ils n'avaient rien à me reprocher. Ils se sont habitués à moi. Les Peuls et les Dogons auront toujours besoin les uns des autres. Par exemple, pour cultiver des champs, bâtir des maisons, creuser des puits, ce sont les Dogons qui le font le mieux. Pour l'élevage des animaux, les Peuls sont plus doués. Persécutés, notamment par des soldats maliens, des centaines de milliers de Peuls ont quitté le centre du Mali. Certains ont trouvé refuge dans les pays voisins, comme en Mauritanie, l'état le plus stable du Sahel. Le camp de réfugiés de Mbera accueille 67 000 personnes. La plupart sont des Touaregs, ayant fui les djihadistes au Nord Mali en 2012. Mais les derniers arrivants sont tous Peuls. Comme Birguisso. Il y a un an, ce chef traditionnel a fui son village, après avoir été menacé par un militaire malien. Le militaire m'a dit « Je te jure que je ne te le dirai pas deux fois. J'ai entendu que les Peuls nous tuent, que les djihadistes nous tuent. Et dans ce cas, on tuera tous les Peuls. » Alors, j'ai appelé le sous-préfet de la juridiction, et il nous a dit de ne pas bouger de chez nous. Il nous a dit que personne ne nous ferait du mal. Malgré ces appels à l'aide, aucune autorité de l'État ne prend au sérieux Birguisso. Le vendredi suivant, des militaires sont venus dans le village. Ils l'ont d'abord encerclé. Il était entre 13 et 14 heures. Puis, ils ont pénétré dans le village. Ils ont attaqué tous ceux qui étaient assis. Ils sont rentrés dans les chambres et ont traîné les malades hors de leur maison. Ils ont tué 7 personnes. Les Peuls du village prennent peur. Birguisso organise alors en urgence le départ de 1000 familles vers la Mauritanie. Aujourd'hui, là où je me trouve, on vit en paix. Je remercie Dieu. Pour l'heure, même si on affrétait un avion, je n'y retournerai pas. Ce qu'ils nous ont fait restera gravé dans nos mémoires. Ils ont assassiné des gens. Birguisso et ses villageois ne rentreront pas au Mali tant que leur sécurité ne sera pas assurée. Car ici, en plus de l'aide alimentaire des Nations Unies, les réfugiés Peuls comme lui peuvent reprendre une vie quasi normale, cultiver des terres, élever leurs animaux. A, I, B, inscrit, allez. Et même aller à l'école. Prendre soin des populations pour gagner leur adhésion,
Cela fait partie de la stratégie globale de l'État mauritanien. Le pays a également restructuré son armée en profondeur suite à une dizaine d'attaques djihadistes jusqu'au cœur de la capitale. Elle est aujourd'hui considérée comme la plus professionnelle de la région. L'une des principales bases aériennes de Mauritanie se trouve à Attar, aux portes du Sahara. Sur le tarmac, des appareils qui semblent sortis d'un autre âge, comme cet antique DC-3 des années 50, ou ces chasseurs de fabrication brésilienne. Malgré leur apparence rudimentaire, ils sont parfaitement adaptés à la guerre qui se livre ici. Le colonel Taleb est à la tête de cet escadron. C'est le Super Tucano. Cet avion double la rayon d'action par rapport au Tucano avec un armement très puissant. Et nous avons la possibilité de mettre différents types d'armement là-dessus. Nous avons 2 doucettes intégrées, mitrailleuses électriques et 2 lance-roquettes, la U-7A. On peut mettre dedans des roquettes 70 mm. Ça donc pour les véhicules? C'est pour les véhicules. Et surtout, souvent, le choix de l'armement dépend de la cible. Ces avions de combat ont l'avantage d'être très maniables et peuvent atterrir sur des pistes accidentées en plein désert. Mais avant de lancer la chasse, l'armée de l'air mauritanienne doit débusquer l'ennemi. Et ça, c'est la mission des appareils de reconnaissance. En permanence, ces Cessna Caravan surveillent les 2000 km de frontières que la Mauritanie partage avec son voisin, le Mali. Au total, 450 000 km² de désert. 80% de l'Hexagone. Le lieutenant Youssouf est opérateur capteur. Il pilote les caméras haute définition qui permettent de voir jusqu'à 20 km. La frontière avec Mali, ça veut dire les terroristes, Al-Qaïda et tout cela, ou les trafiquants. Les trafiquants sont beaucoup ici. Trafiquants de drogue, trafiquants d'armes, l'or, beaucoup de choses. Pour eux, djihadistes et trafiquants sont intimement liés. Ce pays, parmi les plus pauvres au monde, n'a pas lésiné sur les moyens. Chaque système de surveillance coûte $1 million et permet d'examiner le sol en toutes circonstances. En dehors, c'est pour vous. Si dans ce genre de situation, on n'utilise que les infrarouges seulement. C'est lui qui travaille avec la température, pas avec la visibilité. Et surtout, grâce au capteur thermique, le lieutenant Youssouf voit dans le sable les empreintes des véhicules, même plusieurs heures après leur passage. Regarde, c'est des traces de voitures comme ça. Personne qui peut voir ça avec l'OINI. Ça montre qu'il y a de l'activité ici. Regarde. Car le désert n'est pas si vide que cela. Des nomades y plantent leurs tentes. Et des orpailleurs exploitent l'or qui abonde dans la région. Ici, un de leurs camions transportant du matériel. S'il repère des armes, le lieutenant Youssouf alerte le commandement. Ce sont les hauts gradés qui ordonnent les frappes. Ces 3 dernières années, le colonel Taleb et les pilotes de la base d'Attar ont intercepté 25 pick-up de trafiquants ou de djihadistes. Comme dans cette vidéo de janvier 2019, des images exclusives. Je les ai trouvés. Ok, tu frappes directement le dernier pick-up avant qu'il te voie. Acquisition de cible et frappe. Ce jour-là, l'armée mauritanienne détruit 4 pick-up djihadistes. Attends, je tire sur le 4e. Ne laisse pas filer le 4e. T'inquiète pas, je vais pas le lâcher. La réorganisation de l'armée concerne également les troupes au sol. En 2009, l'État fonde les GSI, les groupes spéciaux d'intervention, des commandos spécialisés dans la lutte antiterroriste et qui ont été formés par la France. 8 unités de 200 hommes surveillent la frontière avec le Mali. Garde à vous! Prêt pour le combat? À vos postes! Cette section de 80 soldats part pour une patrouille de 3 jours.
Leurs pick-up sont équipés de mitrailleuses lourdes. La zone d'opération s'étend sur 18 000 km². Pour ratisser un maximum de terrain, les 4x4 sont déployés sur une bande de 5 km de large. Tous les 500 mètres, ils s'arrêtent. Chaque épineux est une cachette potentielle pour un ennemi embusqué. Bouge, bouge, bouge. Fais signe à ton camarade qu'il te suive. Dis-lui de passer entre les arbres et qu'il se déplace rapidement. Pour lutter efficacement contre les djihadistes, l'armée mise aussi sur le renseignement humain. Hé, là. Hé. Viens ici. Viens. N'avance pas plus. Comment vas-tu? Ça va? Et au village, tout va bien? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Salut à toi. Ouais, rapproche-toi un peu maintenant. Les bergers parcourent en permanence la savane. Ils sont une source précieuse d'informations. T'as vu des nouvelles têtes? Personne. Tout va bien? Oui, Dieu merci, tout va bien. Ok, très bien, vous pouvez y aller. Un groupe djihadiste ne passerait pas inaperçu au milieu de ces nomades. Alors, pour entretenir leur confiance, les militaires leur apportent une fois par mois des médicaments. Et à chaque fois, ils ont droit à une fête de bienvenue. Quand les militaires arrivent dans un village, on les accueille comme ça. C'est un accueil chaleureux, de fraternité, d'amitié et d'amour. Depuis 12 ans, la présence des GSI a radicalement changé la vie de ses habitants. Comme celle de ce propriétaire de bétail. Il n'y a pas à dire. Depuis que l'armée est là, il n'y a plus jamais de vol d'animaux. Jamais. Pas même un coq. Et la nuit, on peut dormir maintenant. Regarde, nos vaches vont et viennent toutes seules et il n'y a plus de vol d'animaux. L'État n'a pas tout misé sur la sécurité. Pour éviter un scénario à la malienne où certains habitants se sentent délaissés, le gouvernement mauritanien a aussi créé une police de proximité, présente dans les parties les plus reculées du territoire et voyageant uniquement à dos de dromadaire. Aujourd'hui, 25 gendarmes se préparent à partir pour une expédition de plusieurs jours, une méharée. Regarde, il est avec Arba. Attrape-le. Regarde. Toi, tu es avec Ahmed Salem, Dio et Mohamed Val. Ils sont sous les ordres du colonel El Khalil. Dernière gorgée d'eau avant de partir. D'eau avant de partir, oui. Prendre une réserve. Ça me permettra de faire toute la journée. Sinon, d'ici jusqu'à midi. Avec 3 gorgées d'eau, là? Bien sûr. Et avec un vrai chamelier, il peut faire toute la journée. Avec seulement 3 gorgées? Je vous assure qu'avec 2 litres d'eau, au plus, 2 litres d'eau, il peut faire 24 heures. Ah oui. Et les chameaux, on n'en parle pas. Il fait... Les 2 gourdes, s'ils sont remplis d'eau, ils peuvent faire jusqu'à 10 jours. En plein désert. S'il peut parcourir 65 km en un jour et transporter 400 kg de charge, le dromadaire reste un animal récalcitrant et difficile à diriger. Alors, pour faire partie du corps des méharistes, il faut 2 conditions. Avoir été nomade et connaître parfaitement la région, ses populations et leurs dialectes. Ça fait longtemps que vous faites ça alors? Oui. Depuis combien d'années? D'années? Moi, je suis un ancien nomade. Oui. La mission première de ces hommes d'expérience, entrer en contact avec les populations et être à l'écoute de leurs problèmes. Comment vas-tu? Tu viens d'où? Je vais chercher de l'eau. Où ça? Au forage? L'approvisionnement en eau est la principale préoccupation des habitants. Celui de Saïd El Gabra n'est pas plus proche? J'en viens de là-bas. Et il n'y a pas d'eau? Non. Mince, plus d'eau. Le manque d'eau peut vite devenir source de conflits entre les éleveurs.
Alors, en cas de puits ensablé, le colonel fait remonter l'information. Donc d'accord, on continue. Marhaba. Avance. Marhaba. Avance. Cela fait partie de sa mission, tout autant que ses activités de renseignement. Bonjour. On ne va pas te demander un mouton. Il nous faut juste quelques informations. À chaque rencontre, les mêmes questions, l'état des puits et les mouvements suspects. Bon, je lui ai posé pas mal de questions. Il dit que tout est normal, il n'a rien constaté d'anomalie. Donc d'accord, tu peux y aller. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau là? Non, non. Non, il y a un puits devant. Il y a un puits devant? Il y a un puits devant. C'est là on va bivouaquer. Inch'Allah. Ce sont même les méharistes qui sont chargés de l'entretien des puits. Ces dernières années, l'État mauritanien et l'Union européenne ont aussi financé les forages de centaines de nouveaux puits, permettant à la population de ne pas se sentir abandonnée. Et cette politique est efficace. Est-ce que vous avez déjà signalé la présence de djihadistes? Oui, bien sûr, on en a déjà vu. C'est déjà arrivé plusieurs fois, et on en a informé les autorités. Dans certains cas, ce sont de simples citoyens, mais dans d'autres, ce sont effectivement des terroristes. Tout peut arriver. Quand on voit des mouvements suspects, on les signale directement. L'autre effet de la présence de ces puits, fixer les populations dans ces zones désertiques, qui pourraient sinon devenir des sanctuaires pour les djihadistes venus du Mali.